Mnemosyne a publié en 2010, grâce au travail collectif de plus de 30 historiennes et historiens, coordonnés par 4 membres de l'association, toutes et tous bénévoles, un manuel d'histoire mixte, la place des femmes dans l'histoire. Un manuel qui répond à un souci de transmission pour faire entrer à l'école, au collège et au lycée les acquis de 40 ans de travaux en histoire des femmes et du genre, toujours largement ignorés des programmes comme des manuels. Une histoire mixte, dans un intérêt à la fois scientifique et civique. D'abord, pour montrer la présence des femmes dans la sphère publique. Parce que quand on les choisit et qu'on les interroge différemment, les sources montrent que les femmes ont toujours travaillé, mais que leur travail a été souvent rendu invisible, qu'elles ont créé des œuvres dont la portée est occultée ou minimisée, et qu'elles ont été des actrices politiques, même quand elles étaient privées de droits civiques. Une histoire mixte ensuite, parce que une histoire qui s'intéresse aux deux sexes fait apparaître de nouveaux objets et amène à réévaluer d'autres objets qui avaient pu être considérés jusque-là comme anecdotiques, l'intime, les émotions, le corps, les sexualités, l'amour, la maternité. Dans les années 1970, les féministes avaient proclamé que le privé est politique. De même, le privé est historique. Et il faut montrer aux élèves que la vie privée aussi est digne d'un apprentissage et d'un questionnement historique. Donner leur place aux femmes et aux rapports de sexe dans l'histoire, c'est aussi être obligé de s'interroger sur nos césures chronologiques, traditionnelles, et sur les connotations qui sont attachées à telle ou telle période. Est-ce qu'il y a eu une renaissance pour les femmes ? Ou dans quelle mesure est-ce que la période 1789-1815, moment fondateur d'un processus d'individualisation pour les hommes, a-t-elle initié une rupture comparable pour les femmes ? Est-ce que, en 1944, l'accès des femmes au droit de vote a transformé réellement les rapports entre hommes et femmes dans l'ensemble de la société française ? Les hommes aussi ont une histoire du privé. Plus généralement, la construction de la virilité, qui est une affaire à la fois publique et privée, est un fait historique qui change suivant les sociétés. Comment est-ce qu'on devient un homme dans l'Inde coloniale ? Comment est-ce qu'on devenait une femme dans le sud des États-Unis durant la période esclavagiste ? Quelles assignations sociales ces désignations impliquent-elles ? Ce sont des questions que lorsqu'on les aborde en cours d'histoire, qui trouvent toujours un écho auprès des enfants ou des adolescentes et des adolescents qui sont eux-mêmes et elles-mêmes en train de construire leur identité. L'enseignement de l'histoire en classe remplit aussi une fonction légitimante. Il s'agit de préparer les filles, comme les garçons, à une vie adulte, active et citoyenne, et de combattre les stéréotypes en leur proposant aux unes comme aux autres des modèles d'identification. Une de nos collègues, Nicole Cadenne, avait mené une expérience dans sa classe de 3e. Elle avait demandé à tous ses élèves de faire un panneau et un exposé sur un héros ou une héroïne du XXe siècle. Elle leur avait donné le choix dans une liste qui comportait autant de noms féminins que de noms masculins. Et à l'issue de ce travail, une fille de sa classe avait dit « Maintenant, je sais que je peux tout faire ». C'est très important et ça vaut notamment pour la présence des femmes dans la vie politique ou aujourd'hui dans le monde des start-up où la mixité s'impose difficilement. Dernière chose, on enseigne aussi l'histoire pour montrer aux élèves que les inégalités de genre, de sexe, de race, de classe ne doivent rien à la nature, que ce sont les résultats de mécanismes sociaux
et pour leur montrer aussi que l'acquisition de droits n'est pas du tout inéluctable. Contrairement à ce que souvent laissent entendre les chronologies très simplifiées dans les manuels, mais leur montrer que l'acquisition de ces droits résulte de luttes, d'actions menées par des actrices et par des acteurs, qu'elle connaît des avancées et des reculs, qu'elle suscite des controverses, qu'elle nécessite des argumentaires et de la vigilance. Comme le disait la sociologue Margaret Marouani, il n'y a pas de pente naturelle vers l'égalité. Voilà l'ensemble des objectifs que poursuivait ce manuel. Il comporte 36 chapitres qui reprennent pour la plupart les intitulés des grandes questions présentes dans les programmes d'histoire du collège et du lycée et proposent une relecture avec un regard mixte. Tous les chapitres sont destinés à permettre la construction d'un cours ou à nourrir un cours. Ils comportent donc un exposé, quelques références bibliographiques et 1, 2 ou parfois 3 dossiers de documents accompagnés de questions adaptées à chaque niveau. Certains sont des chapitres de complément à ce qu'on trouve habituellement dans les manuels, qui fournissent sur une question ou sur une période des éléments d'histoire des femmes qu'il est possible d'insérer dans un cours. D'autres ont été conçus comme des chapitres de substitution, c'est-à-dire qu'ils ont vocation à remplacer leurs équivalents habituels en traitant les thèmes au programme selon une approche vraiment mixte. On ne remerciera jamais assez l'éditeur Belin de nous avoir accompagnés dans un projet qui sortait de l'ordinaire, ni le studio Archipel qui a su lui donner la forme d'un beau livre de culture générale, d'abord destiné aux professeurs du secondaire, de l'élémentaire et aux étudiants et étudiantes du premier cycle, mais qui a finalement trouvé un public beaucoup plus large. Attention, collector.